Les pommes AOP du Limousin vous présentent leur premier podcast. Pour célébrer les 20 ans de notre AOP, nous allons vous présenter son histoire et les belles choses que ce label a apporté à notre pomme. Dans cet épisode, nos deux invités vont nous parler des rencontres et des liens qu'ils ont pu tisser durant leur carrière. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour prendre des notes, car nous vous présenterons une succulente recette à base de pommes AOP du Limousin, bien sûr. Alors, Sambla, Jean-Pierre, j'ai 71 ans, je suis à la retraite depuis maintenant presque une dizaine d'années, 9 ans, mais c'est une retraite active puisque nous avons arrêté les pommiers cette année, mais j'aide mes enfants, mes deux fils qui sont sur l'exploitation. Je pars du principe que dans le passé, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des grands-parents qui m'ont aidé, des parents qui m'ont aidé. Et là, aujourd'hui, je dois aider aussi mes enfants. Je les aide par passion aussi. Mes petits-enfants commencent à aider. J'ai ma petite fille qui a 17 ans, qui finit demain soir le lycée. Et qui est impatiente de venir faire les foins, puisque quand on lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, pas de suite, mais reprendre la ferme. Et elle a un petit cousin qui a 9 ans, qui lui aussi dit « Moi, je veux m'installer avec ma cousine. » Donc, ça nous donne envie le matin de se lever, même si on a des courbatures dues à l'âge. Et on a planté les premiers pommiers en 1975. Parce qu'il fallait trouver un revenu supplémentaire. Et puis on m'a toujours dit, la pomme c'est porteur d'avenir. 50 ans après, je le regrette pas. Ça nous a permis de sans doute mieux vivre, avoir un revenu supplémentaire, mais aussi de connaître beaucoup d'autres gens. On a fait par exemple des animations. On les a fait en équipe. J'ai des moments inoubliables, même avec les consommateurs. J'ai une petite anecdote, parce que nos pommes avaient des stickers, et nous faisions des petites parts, et un jour, une mamie qui mange la pomme, et le sticker s'est collé après ses dents. Elle était là, elle ne savait plus comment faire. Non, mais c'est un moment inoubliable, on en parle encore. Je dirais que quand on faisait nos animations, quand on discute, même quand j'avais des visites au verger, on n'a jamais été pris au piège, les gens n'ont jamais cherché à nous piéger. Ils étaient tous conscients que c'était beaucoup de travail. Ils étaient conscients des efforts qu'on faisait. Je crois qu'ils étaient tous J'étais ravi de leur visite chaque fois, parce que j'ai fait des animations, mais j'ai fait aussi, et ça me passionnait, des visites au verger. Et là, c'est vrai que c'est très bien. C'est les échanges, c'est ça. C'est parler de son métier, parler de sa passion, essayer de donner envie aux gens quand ils voient notre produit sur l'étal, dire tiens, j'ai vu les vergers, j'ai vu le producteur, ah ouais, tiens, on peut goûter, voilà. Et partant de là, ça peut faire aussi boule de neige, c'est comme ça. Ah oui, une récolte particulière, et je le dis souvent à Pierre, notre technicien. Nous avions une récolte énorme, et avec des fruits qui étaient pas très gros dans l'ensemble. Et Pierre nous a dit, ouais, mais il faut que tu commences à cueillir le bas des arbres, ce qui était plus compliqué. Et c'est toujours pareil, on revient toujours à la même chose. Il faut être pointu, il faut faire les choses comme elles doivent se faire. Et donc, Pierre nous a dit, vous cueillez déjà le bas. Vous ne regardez pas le haut, vous cueillez le bas et vous allez voir. On l'a écouté, on a eu une plus-value énorme. Parce que les pommes, en haut des arbres, ont grossi, ont jauni, ont coloré même. On a fait des peut-être 20 dernières années la meilleure des récoltes. Et je le dis souvent à Pierre, c'est grâce à lui. Enfin bon, après, on l'a écouté, on a bien travaillé, mais je veux dire, c'est lui qui nous a donné ce conseil. On l'a écouté. Alors après, bien sûr,
Sur le plan pratique, c'est plus compliqué. Parce qu'après, quand on cueille le haut, on ne le cueille pas à l'échelle. Quand on n'a que le haut à faire, c'est pas facile à faire qu'à l'échelle. Donc on avait des plateformes pour la cueillette. On nous en avait prêté. Mais franchement, comment dire, c'est la meilleure, enfin, la plus belle récolte qu'on ait pu faire. Et je le dis, c'est grâce à Pierre. Alors après, il y a des rencontres. On a eu pendant 7-8 ans des étudiants ukrainiens pour la cueillette, un mois, voire 5 semaines. Ils apprenaient le français. Ils étaient en université de Kirovograd, c'est au centre du pays de l'Ukraine. Et ça a duré 7-8 ans. Et donc nous, on les logeait et on était 5 ou 6 producteurs. Et donc le premier jour, on faisait une réception à la salle des fêtes avec le maire et tout le truc. La première année, ils sont venus chargés de cadeaux. Énorme, c'est fou. Et le dimanche, c'était toutes les années, on fait visite du château d'Hautefort. C'était incontournable. Alors, au départ, quand je vous dis, on avait les larmes. Et ces jeunes, on a encore eu quelques relations là. Ah non, mais là, j'en parle avec émotion parce que on a encore des souvenirs avec ces jeunes qui m'ont maintenant, quel âge, 45 ans sans doute, je ne sais pas. Et ça a permis aussi à un de mes fils, d'aller en Ukraine. Donc, je m'appelle Anna Pouquet, je suis exploitant agricole. Je me suis installée officiellement en avril 2024 avec mon mari. On gère une entreprise familiale d'une 30aine d'hectares de pommes. On produit des pommes, poires et noix, principalement, un peu de céréales. Alors, je suis arrivée ici pour hasard. C'était pas du tout prévu, c'était pas du tout planifié. J'ai une formation de juriste à la base. J'ai fait une double licence en droit franco-espagnol entre Madrid et Paris. Je suis partie après les études à New York. J'étais embauchée à l'UNESCO. J'ai passé presque 5 ans à l'UNESCO aux États-Unis. Et je m'approchais de la trentaine. Je voulais me rapprocher de mes parents et rentrer un peu en Europe parce que les États-Unis, c'est quand même pas la porte d'à côté. Donc j'étais arrivée, je me suis dit pourquoi pas, je passerai 1 an ou 2 sur place et après Bordeaux c'est à côté, Paris c'est pas très loin. Je me disais dans les pires des cas, si j'arrive pas à rester longtemps, je peux toujours me retourner, demander une mutation professionnelle ou quoi que ce soit. Mais finalement, ça fait déjà 7 ans que je suis sur place, j'ai rencontré mon mari et finalement me voilà installée agricultrice et en produisant des pommes et des poires et des noix. Donc, comme je disais, je fais l'installation officielle en avril 2024. J'ai fait à peu près 2 ans de formation avec ma belle-mère qui est partie à la retraite. Donc, on a fait la reprise, pour dire ça comme ça, de manière très fluide, de manière très familière. C'était un peu bon enfant. Je commençais à m'intéresser à l'exploitation quand j'ai vu que sa retraite approchait. Donc, j'ai eu la chance qu'elle a eu la patience et l'envie de me former. Après, elle était surtout dans la partie administrative, donc celle qui gérait toute la partie administrative de l'entreprise. Elle était sur le terrain, mais vraiment dans les gros coups d'activité, quand on fait les cueillettes, quand on a des grosses équipes qui viennent nous aider. Et après, elle gérait toutes ces parties-là. Elle a été presque une 30aine d'années, je crois, dans le conseil d'administration de la MSA et des Prud'hommes. La MSA, c'est la mutualité sociale agricole, donc c'est la sécurité sociale des agriculteurs. Donc, elle siégeait au conseil d'administration, elle était dans des commissions, et à l'époque c'était des commissions qui allaient beaucoup sur le terrain pour aider les agriculteurs quand il y avait des entreprises en difficulté et tout ça. Donc elle m'a transmis un peu cette partie très proche des gens. Du coup moi j'ai été élue et déléguée récemment à la MSA, donc je commence un peu à reprendre le même parcours. Je fais partie du conseil d'administration de la noix, de l'AOP de la noix du Périgord. Donc je commence un peu à m'intéresser à tous ces types de structures, surtout parce que je pense qu'il faut essayer de trouver une place et aussi de faire un peu de place pour les femmes, parce que je trouve qu'aujourd'hui on n'est pas du tout représentées dans le monde agricole. On a toujours les mentalités que les femmes elles sont pas sur le terrain, elles ont pas leur mot à dire. En tant que chef d'entreprise, on les voit pas du tout. Même souvent aujourd'hui, moi ça m'arrive d'être mais c'est votre mari l'exploitant. Non, on est tous les deux, on est associés. Donc c'est toujours très ancré que c'est les hommes qui ont le devant. Donc j'essaie un peu à mon petit niveau de faire évoluer un peu cette mentalité, de voir si on peut changer quelque chose pour les générations à venir, quoi.
Il y a des changements. Aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de femmes qui s'installent. Soit on voit beaucoup tout ce qui est la partie bio, tout ce qui est maraîchage, tout ce qui est éleveur bovin, caprin, tout ça. On voit quand même beaucoup. J'étais à l'Assemblée générale de la Fédé, donc on voit quand même qu'il y a des femmes qui sont dans le conseil d'administration, qui siègent et qu'ils ont un mot à dire. On les voit un peu dans la presse, partout. Mais je crois qu'il y a quand même un combat encore qui est pas fini. Ma belle-mère me disait qu'à l'époque, quand elle a commencé il y a 30 ans, il n'y avait aucune femme. C'était très, très compliqué dans les conseils d'administration. Il fallait batailler pour avoir une place parce que les hommes, directement, ils comprenaient pas ce qu'on avait à dire là-dedans. Donc, heureusement, ça a changé. Ça a changé beaucoup, mais il y a des fois qu'on se sent seul dans des conseils d'administration, des réunions, qu'on arrive, on est la seule femme. On a un petit moment de solitude et on se demande qu'est-ce qu'on fait. Mais après, bon, quand on voit que les choses évoluent, qu'on change, on a quand même envie de continuer, d'essayer d'apporter un tout petit peu. Il y a un côté très humain et c'est ça qui fait finalement le nerf de la guerre, comme on dit. Mais c'est toujours des rencontres. Après, on a la chance d'avoir des équipes d'Espagnols qui ont commencé avec nous il y a une 30aine d'années avec mes beaux-parents. Et maintenant, c'est les petits-enfants qui ont moins de 30 ans, qui ont pris le relais depuis 4 ou 5 ans, qui viennent actuellement avec des copains, avec des frères, des sœurs, ça dépend, chaque équipe ils s'organise et maintenant actuellement ils montent au moins 3 fois par an. Donc c'est une gestion, on a des logements sur place donc il faut les gérer, on les loge, il faut les amener, c'est le transport, c'est la logistique, c'est voilà, il y a tout un tas de trucs à gérer et ça prend du temps et il faut vraiment y être parce que il y a toujours des petites problématiques, il y en a quelqu'un qui tombe malade, il y en a quelqu'un qui a besoin d'un truc, on est toujours là donc il faut toujours jongler entre le travail proprement dit et tout le côté personnel qui peut s'ajouter. Ça devient, c'est de la famille, c'est des amis. J'ai 2 de mes meilleures copines qui sont là-dedans dans les équipes, qui ont commencé il y a 25 ans. Elles avaient même pas 18 ans. À l'époque, on pouvait travailler à partir de 16 ans. Donc, c'est des personnes qui ont commencé il y a 25 ans, qui viennent toujours. On est allé les visiter l'année dernière en Espagne. Ils viennent toujours là. On fait des repas de famille, on fait des repas de fin de cueillette. C'est plus des employés. En fait, la relation employeur-employé, c'est passé au-delà de ça. C'est plus la famille et des amis que finalement, quand on a besoin d'eux, on les appelle et on sait qu'ils vont dire oui et qu'ils sont là, quoi. Alors, la journée type sur l'exploitation, on se lève tôt, comme tous les chefs d'exploitation. Normalement, mon mari, il embauche à 7h15, 7h30. Les employés, ils embauchent à 8h. Donc, c'est toujours lui qui prépare toute la partie de la journée, ce qu'ils vont faire, s'il y a des traitements à faire. Après, ça dépend de la saison de l'année, si on est dans l'éclaircissage, si on est dans la cueillette, si on est dans la taille, ça dépend du moment de l'année. Moi, le matin, je fais presque exclusivement mon bureau, sauf à la période des cueillettes où il faut être sur le terrain et faire les contrôles. C'est moi qui gère les contrôles des qualités de toute la cueillette. Donc tous les matins, je fais toute la partie administrative parce qu'on n'y veut pas. Côté administratif, toutes les exploitations se voient confrontées à la même problématique. Il faut passer énormément du temps derrière l'ordinateur pour être à jour avec tout. Mon mari, voilà, donc il gère les équipes et après c'est souvent lui qui prend le tracteur s'il y a besoin d'intervenir. On a 4 permanents et ça dépend des saisons, mais il y a énormément de saisonniers en fonction du moment de l'année. 4 salariés permanents et en saisonnier, en pleine cueillette, on peut arriver à 30 ou 35 personnes qui sont sur l'exploitation. Actuellement, pour l'éclaircissage, on est une douzaine de saisonniers en plus des permanents. Donc les après-midi, j'essaie d'être sur le terrain s'il y a besoin. On a souvent que des main-d'œuvre espagnoles, donc ça fait un petit plus parce que je peux communiquer plus facilement avec eux. Donc s'il y a besoin pour la taille, on s'est vu confronter cette année à la problématique du personnel, donc on a fait venir nos équipes des cueillettes pour la taille. Donc on les a formés pendant 3 semaines avec mon mari et on était tous les matins, tous les midis et tous les après-midi sur le terrain en train de leur expliquer, de montrer comment il fallait faire parce qu'ils avaient jamais fait la taille. Ça fait des sacrées journées de travail parce que voilà, on travaille pas 8 heures par jour. Souvent, dans les meilleurs des cas, si on débauche à 19h, c'est déjà une bonne journée. Mais toute la journée, on est en mouvement. Il y a toujours des fournisseurs à voir. Il y a toujours des trucs de personnel à gérer, du matériel qu'il faut entretenir. Il y a toujours des choses à aller aux coopératives. Franchement, on voit plein de monde dans la journée et on fait pas qu'une seule chose. On passe de la partie mécanique à la partie personnelle, de la partie personnelle à la partie fournisseur. Il y a des réunions de la coopérative. Il y a toujours des choses à faire et les journées, parfois, elles sont pas assez longues. Anna va maintenant nous présenter sa recette gourmande à base de pommes AOP du Limousin. Alors, on va faire une recette allemande. À la base, c'est originaire d'Allemagne la recette, mais avec de la pomme du Limousin. C'est une tarte tout simple, c'est juste un peu de temps d'élaboration au début, le temps qu'on prépare tout. C'est des pommes entières, on va juste enlever la peau et le milieu, et comme ça la pomme va rester en entier. Ça va faire très très sympa quand on va les couper. En fait, chaque personne va avoir une partie de la pomme. On va faire tremper les pommes dans l'eau bouillante, et après on va les farcir de confiture, de noix ou tout simplement de sucre et cannelle. Chacun en fait un peu à sa sauce. Et après on va préparer une petite génoise, on va mettre tout ça au four. Et normalement, ça devait sortir une tarte très belle avec des pommes à l'entier.
entier. On commence d'abord par préparer un peu de caramel. Moi, je le fais à peu près à l'œil, mais normalement, c'est à peu près 200 g de sucre avec un peu de la vanille. Et on prépare un caramel tout simple. J'ai commencé aussi à éplucher les pommes. Alors, on va faire tremper les pommes dans l'eau bouillante. On va les laisser pas plus de 2-3 minutes. C'est vraiment pour que la pomme soit un peu moins... Parce qu'en fait, le risque qu'on a si on fait pas ça, c'est qu'une fois qu'on va faire notre génoise, on va mettre la pâte dans le moule, c'est qu'autour de la pomme, ça va rester pas cuit. Donc, on fait cuire dans l'eau bouillante, on fait tremper dans l'eau bouillante pour que ça soit moins ferme et qu'après, à la cuisson, la pâte s'intègre bien avec la pomme. Parce que sinon, autour, ça va pas être cuit, donc c'est pas bon. Et je fais préchauffer mon four à 190 degrés, comme ça. Et après, il y aura une cuisson d'à peu près une trentaine, 40 minutes. On verra au fur et à mesure comment ça avance et quand la pâte elle est bien dorée. Donc une fois que les 3-4 minutes se sont écoulées, on va enlever l'excès d'eau. Et après, je vais juste sortir les pommes une par une. Une fois qu'on a fait ça, donc on va prendre notre moule à tarte. On va le mettre dans la plaque. On va verser le caramel qui a quand même un peu refroidi parce que sinon c'est pareil, c'est impossible à gérer. On verse le caramel au fond et après on va essayer de tremper complètement tout le moule. C'est pas évident, il faut prendre vraiment des gants ou quelque chose pour tenir le moule parce que sinon on peut se faire mal, on peut se brûler. Donc on essaye vraiment de tremper le caramel un peu partout. Sur les parois, partout on peut passer à la limite parce que plus il y a de caramel, mieux c'est. Ça va éviter aussi qu'après notre pâte, la génoise, qu'elle colle aux parois du moule. Donc on met le caramel vraiment partout. J'ai fait quand même pas mal de quantité, donc il faut essayer de le distribuer un peu partout. Et tout le reste, après, il va rester au fond, il n'y a pas de souci, mais on prend bien soin que les parois sont bien imbibées. Alors, on reprend. Je vais juste mettre les pommes dans le moule. J'ai un moule rond, donc j'en ai mis 6, je crois. Les positionner un peu comme on veut. Et surtout, il faut laisser un peu de place entre les pommes parce qu'on va mettre après la génoise, donc il faut qu'il y ait de la place pour que la pâte coule au milieu. Alors, maintenant, on va préparer la génoise. Vu que j'ai mis 6 pommes, moi, je le fais avec 6 œufs. Donc, en fait, on calcule à peu près le nombre d'œufs en fonction du nombre de pommes qu'on a mis dans la pâte. Donc, on va séparer les blancs et les jaunes. Et on va faire monter les blancs avec du sucre. Et après, on va ajouter les jaunes, on va ajouter la farine et un peu de sucre et c'est tout, un peu de vanille. Donc c'est une génoise très basique, très classique. Alors, une fois qu'on a fini de tout bien mélanger, on va revenir sur notre gâteau. On va bien couler la pâte dans notre moule en prenant soin de bien la distribuer partout. Et surtout que ça couvre à peu près les pommes. Et on essaie de repartir la pâte de manière assez uniforme, même si les pommes ne sont pas complètement couvertes par la pâte, c'est pas grave. De toute façon, ce qu'on voit maintenant, après, quand on va retourner la tarte, ça va plus se voir. On va voir que le caramel et les pommes. Donc on essaie de bien repartir. Après, on va partir au four pendant un minimum 30 à 40 minutes. Ça dépend du four, à 190 degrés. On surveille de temps en temps que ça noircisse pas trop. Une fois que la cuisson est faite, on va sortir le gâteau, on le laisse refroidir au moins 10 minutes parce que le caramel a besoin de se poser, de reprendre sa forme solide. On va retourner la tarte. En fait, on va faire un peu comme la tarte tatin. On va la retourner, on va la laisser bien se refroidir avant de la servir. Et aussi, on peut l'imbiber avec du sirop. Après, c'est pareil, c'est au goût. On peut utiliser du sirop de fruits, de jus de pomme, du rhum, de n'importe, on fait un autre goût. On imbibe un tout petit peu avant de la servir et c'est mieux quand elle est froide, quand on la sert froide. Merci beaucoup Anna pour cette recette, on espère qu'elle vous aura donné envie d'essayer chez vous, et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur le site www.pomme-limousin.org et sur les réseaux sociaux. Ce podcast est cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine et l'Union Européenne.